Après les entretiens franco-allemands de Bonn, le président Giscard d'Estaing est rentré à Paris. Thème principal des conversations en Allemagne, la lutte en commun contre l'inflation. Beate Klarsfeld, la femme qui pourchasse les criminels de guerre nazis, est condamnée à 2 mois de prison ferme pour avoir voulu enlever l'ancien chef de la Gestapo de Paris sous l'occupation. Fonction publique, le gouvernement et les fonctionnaires ont commencé aujourd'hui leurs entretiens sur les traitements et sur le pouvoir d'achat pour 74. Canada, les élections donnent la majorité absolue à M. Trudeau, chef du Parti libéral. Les conservateurs de M. Stanfield perdent 11 sièges, faillite des sondages. Kurdes, nous vous présentons le 2e volet de notre enquête sur la guerre au Kurdistan. Aujourd'hui, les Peshmerga, combattants éternels. Tour de France, Merckx consolide son maillot jaune, Raymond Poulidor perd du terrain dans l'étape des 5 cols, Aix-les-Bains, Serge Chevalier, 200 km. Avant d'en venir aux questions politiques, mesdames et messieurs, bonsoir, et aux autres aspects de l'actualité, un mot de cette étape du Tour de France qui aura sans doute été décisive. Merckx, avant le départ, craignait que ses blessures ne fussent encore trop douloureuses, et il envisageait même, nous vous l'avons dit à 13h, la possibilité d'un abandon. Or, il a terminé 2e de l'Espagnol Lopez Carril à moins d'1 minute. Raymond Poulidor a perdu, lui, plus de 5 minutes sur le champion belge. Pinjon nous réservait une surprise heureuse en décrochant une belle place de 5e, après avoir toujours été à la pointe du combat, mais Bernard Thévenet a abandonné, et d'ailleurs, il ne fut pas le seul. Bref, cette étape, qu'on attendait avec impatience, aura tenu toutes ses promesses, et même au-delà, tellement elle a affirmé dans la grande épreuve de nos confrères, le Parisien libéré et l'équipe, les vraies valeurs, et causé de ravages dans le peloton. Nos envoyés spéciaux reviendront sur tout cela dans leurs commentaires de la soirée. C'est par un tête-à-tête entre le chef de l'État et le président de la République fédérale allemande, M. Walter Scheel, qu'a débuté à 10h ce matin cette seconde journée du sommet franco-allemand. M. Valéry Giscard d'Estaing s'est ensuite rendu à pied à la chancellerie pour rejoindre M. Helmut Schmidt et le Premier ministre, Jacques Chirac, avant de présider en compagnie du chancelier et des 2 délégations au grand complet une réunion de travail élargie. À midi, les 2 hommes ont gagné la terrasse de la chancellerie où ils ont commenté les résultats de leurs entretiens. M. Schmidt a souligné l'identité de vue totale avec M. Giscard d'Estaing et s'est félicité des mesures anti-hausse des prix prises par le gouvernement français, des mesures que le chef de l'État a lui aussi évoquées dans son intervention. L'action engagée en France et qui sera menée avec toute la détermination nécessaire doit nous permettre d'ici la fin de la présente année de voir notre taux d'inflation se rapprocher de celui de l'Allemagne fédérale et notre objectif serait d'ici 1 an d'assurer le parallélisme de nos évolutions économiques. Deuxième sujet de coopération, c'est l'initiative qui pourrait être prise et qui, à notre sentiment, devrait être prise cette année pour contribuer à l'organisation politique de l'Europe. Notre rencontre d'aujourd'hui a été la première occasion d'entreprendre des réflexions sur le contenu de cette initiative. Naturellement, nous poursuivrons ces réflexions avec nos autres partenaires de la communauté économique européenne qui doivent être associés à tous les stades de la réflexion et, je l'espère, ultérieurement, de la décision. Vous avez souligné, Monsieur le Chancelier, à très juste titre, la qualité de nos relations personnelles. Cette rencontre, telle qu'elle a été organisée à votre initiative, aura permis d'étendre ces relations personnelles aux principaux membres de nos gouvernements et donc d'élargir la base sur laquelle continuera de se développer dans l'avenir la coopération franco-allemande pour le bien et pour l'organisation de l'Europe.
C'est donc sur une note positive que se termine ce sommet franco-allemand. Le président Giscard d'Estaing et le chancelier Schmitt sont d'accord sur l'avenir de la communauté. Leur objectif à moyen terme reste en 1980 la réalisation de l'Union européenne. Et à cet effet, dès cette année, le chef de l'État vient de l'indiquer, une initiative politique importante pourrait être prise. Mais dans l'immédiat, la lutte contre la hausse des prix reste, chacun est d'accord sur ce point, l'objectif prioritaire. Là encore, les deux hommes sont d'accord. Le diagnostic est le même, les moyens de combattre le mal de l'inflation sont communs. Le style amical et détendu de ces entretiens de 36 heures à Bonn est d'ailleurs significatif, et puis des deux côtés, le souci de l'efficacité l'emporte. La coopération franco-allemande a donc désormais atteint sa vitesse de croisière. Les entretiens de Bonn en ont apporté une preuve supplémentaire. Bonn, 24 heures sur la une. M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances, a présenté aux sénateurs le collectif budgétaire qui doit permettre de rétablir l'équilibre, compromis par la hausse brutale du prix du pétrole et par l'inflation. M. Fourcade fixe 3 objectifs à l'action gouvernementale. Premièrement, ramener la hausse des prix à 0,5% par mois dans un an. Deuxièmement, rétablir l'équilibre commercial à partir de la fin de l'année prochaine. Troisièmement, ne compromettre ni l'emploi ni la croissance. Pour cela, 3 moyens: rigueur dans la gestion des finances publiques, efficacité pour utiliser les instruments de la politique économique, justice dans la répartition de l'effort fiscal demandé aux Français, comme dans la répartition des ressources publiques. Deux mois de prison ferme, mais oui. Voilà le jugement rendu aujourd'hui par le tribunal de grande instance de Cologne. 2 mois de prison ferme à Beate Klarsfeld, cette jeune Allemande, épouse d'un de nos confrères français, et qui consacre sa vie à pourchasser les criminels de guerre, lesquels, profitant de lois discordantes, se promènent encore librement en Allemagne ou ailleurs. Le tribunal a retenu contre elle le chef d'accusation de contrainte, coups et blessures. En fait, elle avait tenté, sans succès d'ailleurs, d'enlever Kurt Lischka, ancien chef de la Gestapo de Paris, qui l'avait traîné en justice là-dessus sur cette tentative d'enlèvement manquée. Bref, c'est le monde renversé. Madame Klarsfeld ne retournera cependant pas dans une maison d'arrêt, puisque la détention préventive qu'elle a déjà subie couvre la peine qui lui a été infligée, excusez-moi, ce qui n'est d'ailleurs pour elle qu'une fort mince consolation. Elle ne s'attendait pas à un verdict aussi dur, bien au contraire. Ce matin même, elle était allée à Bonn déposer une gerbe au monument à la mémoire des Allemands victimes de la tyrannie hitlérienne, montrant par ce geste qu'elle n'éprouvait aucune inimitié à l'encontre du peuple allemand en tant que tel. Le verdict d'aujourd'hui ravivera bien des souvenirs, il fera couler beaucoup d'encre, et pas seulement de l'encre. Malgré la peine qui la frappe, Beate Klarsfeld n'aura pas lutté pour rien. Pendant 2 semaines, son procès aura mobilisé l'opinion publique. En Israël d'abord, où le Parlement, la Knesset, a voté hier à la quasi-unanimité une résolution demandant sa libération immédiate et l'extradition des anciens nazis. En France, où d'anciens résistants se sont élevés contre l'injustice d'un système judiciaire qui a permis à 7 hommes, anciens chefs de la Gestapo parisienne, de traîner devant les tribunaux celles qui réclamaient que justice soit faite. En Allemagne, enfin, et c'est là un des plus importants succès de Beate Klarsfeld. Le chancelier Helmut Schmidt s'est intéressé personnellement à son combat. Jusqu'alors, les nazis condamnés en France ne pouvaient pas être rejugés en Allemagne. Ce sera désormais possible, ont dit Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, après ratification d'une nouvelle convention judiciaire franco-allemande. Pour Beate Klarsfeld, le procès n'était qu'une étape. Quelques instants avant le jugement, elle confiait ses espoirs à notre correspondant à Bonn. Moi, je ne suis pas la victime, c'est pas moi qui sera jugé, mais je crois que c'est la justice allemande qui sera jugée. Et je crois que si M. Sommerskoy donne quelques mois avec sursis, c'est une condamnation de la justice allemande, car jusqu'à présent, nous n'avons pas encore le procès des criminels nazis, malgré la déclaration de M. Schmidt, le Bundeskanzler allemand, de faire tout son possible pour qu'il y ait une ratification avant la fin de l'année. Je suis allemande, je suis fière d'être allemande, je suis une bonne allemande et une bonne patriote.
Et je crois que justement, ce que j'ai avec mes actions, j'essaie de montrer aux Allemands les devoirs qu'ils ont à remplir. Car ça n'a pas d'importance si ces Allemands font partie de l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Est. Ça n'a pas d'importance non plus s'ils font partie d'un parti plus de droite ou de gauche ou du centre. C'est-à-dire ces devoirs sont propres à tous les Allemands. Et c'est le point important, c'est étant donné que nous sommes tous des héritiers de l'Allemagne et qu'il y a des hommes comme Goethe, Schiller, Beethoven, ce qui est merveilleux, mais qu'il y a aussi des hommes comme Hitler, Himmler, Eichmann, eh bien, il faut donc assumer ses responsabilités. Négociation ouverte aujourd'hui pour les fonctionnaires. Son but, d'une part, déterminer les conditions du maintien et de la progression du pouvoir d'achat, d'autre part, examiner l'ensemble des problèmes posés à la fonction publique, traitement, effectif, durée du travail et retraite. Pour 1974, avant cette négociation, les traitements des fonctionnaires ont été majorés en 3 étapes, 2% au 1er février, 2,25% au 1er avril et 3,25% au 1er juin. Voici l'arrivée des dirigeants des 7 fédérations syndicales de la fonction publique pour une négociation qui intéresse de nombreux salariés français. Ça concerne certainement plus de 3 millions de fonctionnaires assimilés. À l'hôtel de Clermont, siège du secrétariat d'État à la fonction publique, la négociation va commencer dans quelques instants. Alors, d'une manière générale, qui sont les fonctionnaires ? Eh bien, tout simplement des enseignants, des postiers, des huissiers de ministère, des infirmiers, des douaniers, des agents de police, des secrétaires de l'administration, etc. On compte actuellement 1 900 000 fonctionnaires actifs et 1 sur 6 seulement travaillent dans les bureaux. Et pour vous, quels sont les points principaux de cette négociation ? Bien, les points principaux sont la progression et le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires, et les discussions sur ce sujet, et le problème crucial, enfin social important des bas salaires. On recrute maintenant dans la fonction publique au-dessous du SMIC. C'est intolérable. Ce matin, à 10 heures précises, Roger Foudonçon, le secrétaire d'État à la fonction publique, a donné le départ et animé cette très importante négociation sociale. Un peu plus dans le vif du sujet, mais préalablement, je voudrais vous redire que le gouvernement désire vivement conclure un accord avec vous, qu'il y a bien sûr intérêt à ce que cet accord soit conclu en juillet. La négociation est à présent sur ses rails. Nouveau rendez-vous entre le gouvernement et les fonctionnaires demain matin. France désarmée, c'est un grave problème économique qui se pose à la ville du Havre et à toute la marine marchande. Les marins et les personnels de bord sont au nombre de 1700 et l'on estime à presque autant le nombre de personnes sédentaires, travaillant à terre ou commerçants dépendant du paquebot. France est donc d'ores et déjà un sérieux problème social. Monsieur Ribière, indépendamment de l'émotion qu'a causé hier l'annonce du désarmement prochain du France, il y a quand même un autre problème qu'il faut prendre en considération maintenant, c'est celui du sort des personnels qui vivent grâce à France. Quelles solutions sont envisagées? Je crois qu'il faut distinguer entre un certain nombre de catégories. Il y a d'abord les officiers et le personnel de conduite. Le personnel de conduite, c'est-à-dire les marins qui s'occupent du pont et de la machine. Pour ces gens-là, il n'y a pas de problème grave. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais ils seront presque marginaux, parce que nous avons besoin d'officiers et de marins pour le reste de notre flotte, et je pense que nous n'aurons pas à pratiquer de licenciement. Nous favoriserons peut-être quelques départs volontaires un peu avant la limite d'âge, mais probablement sur la base d'un volontariat. Donc, pour ce personnel-là, il n'y a pas de problème vraiment dramatique. Où il y a des problèmes sérieux, c'est... Cela concerne, je vous demande pardon, cela concerne combien de personnes? On peut dire en chiffre rond qu'il y a à bord à peu près, y compris le volant de relève, 80 officiers et 300 subalternes pour les machines. Bien. Et maintenant pour le personnel hôtelier, qui est beaucoup plus nombreux. Alors le personnel hôtelier, qui effectivement est beaucoup plus nombreux, puisqu'ils sont 160, toujours en chiffre rond. Pour cela, hélas, la compagnie n'a pratiquement plus rien à offrir, puisque c'était notre dernier paquebot de l'Atlantique, ainsi que vous le savez. Nous avons certes des cars ferrés en Méditerranée, mais qui sont pourvus en personnel et qui n'offrent que peu de possibilités de reconversion.
Par conséquent, il faudra que ce personnel trouve un emploi ailleurs qu'à la compagnie. Et bien entendu, le gouvernement d'abord et nous-mêmes, dans la mesure de nos moyens, ensuite, nous ferons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter ce reclassement. Vous avez donc maintenant l'opinion du président directeur général. Nous allons maintenant vous donner le point de vue des travailleurs. Vous allez entendre et voir un représentant des syndicats. Je pense que vous allez l'entendre dans un instant. C'est le 18 juillet, au cours d'un comité central d'entreprise, que la date exacte de désarmement du navire sera arrêtée. Mais dès ce matin, les syndicats des personnels du paquebot avaient réagi. Car au total, ce sont 2500 agents qui se trouvent ainsi directement concernés par la décision de cessation d'activité. Sur le port du Havre, le quai Johannes Couvert, où ont accosté tous les grands paquebots français depuis 50 ans, était désert ce matin. France approche en ce moment même de New York. Des lieux chers à tous les amateurs d'un certain mode de transport, d'un certain art de vivre aussi, des lieux où une place sera vide dès l'automne. Au Havre, l'émotion est grande. L'inquiétude aussi, car France, c'est surtout désormais un problème social. L'été ne peut pas accepter le désarmement du paquebot France, puisque dans le problème de l'emploi, ça représente 1700 marins qui vont être licenciés sur une profession qui en compte 18 000. D'autre part, à ça fera s'ajouter les personnels sédentaires, les employés de la compagnie, qui seront eux aussi très durement touchés, et aussi bien sûr le commerce local. La CFDT, il y a à peu près 4 mois, avait déjà alerté la Transat et le gouvernement, leur demandant de prendre des mesures nécessaires pour maintenir le paquebot France en ligne. À l'heure actuelle, nous n'avons pas été écoutés, et aujourd'hui, on nous propose purement et simplement la liquidation du paquebot France. Nous n'accepterons pas cette solution de facilité, et d'ores et déjà, nous avons déjà appelé nos collègues à se préparer à un mouvement de grève général dans la profession, puisque le France, c'est avant tout une question de fonds de commerce. Ce n'est pas le France que nous défendons, mais le problème de l'emploi. Si France n'était pas remplacée, ce serait la disparition du pavillon français sur le marché des croisières, qui est en expansion, puisqu'il progresse environ de 9% par année. La CGT, qui à plusieurs reprises a alerté les pouvoirs publics sur l'insuffisance de la marine marchande, est fermement opposée à la braderie de ce navire et exige son maintien en service jusqu'à un navire de remplacement adapté et mis en service. Donc, le France restera un souvenir impérissable pour tous les gens de Saint-Nazaire, finalement. Oh, certainement. Dans la plupart des maisons, il y a une photo du France dans un coin. Et tout récemment encore, quand nos ouvriers partent, après, ont 25 ans de chantier, ou quand ils partent au bout de 40 ans ou plus, nous leur offrons une belle photo sur laquelle on voit le France d'un côté, puis un pétrolier de 250 000 tonnes qui venait d'arriver au Havre le même jour que le France. Comme le 24 juin dernier, des commandos palestiniens s'apprêtaient à pénétrer en Israël par la mer, affirme le gouvernement de Jérusalem. C'est pourquoi la marine israélienne a lancé le raid d'hier soir. Un croiseur, des canonnières, des nageurs de combat ont attaqué 3 ports de la côte sud du Liban, des ports qui devaient servir aux Fédayines de base de départ. Il n'y a pas eu de victimes, mais une trentaine de bateaux de pêche ont été dynamités et les Israéliens ont laissé sur place des tracts exhortant les pêcheurs libanais à ne pas prêter leurs embarcations aux Palestiniens. Ce raid applique donc une nouvelle tactique israélienne. Il ne s'agit plus de raid de représailles, mais de raid préventif. D'autre part, les objectifs étaient cette fois, sans équivoque possible, des objectifs civils. C'est cet aspect que condamne une grande partie de l'opinion israélienne. Le quotidien Maariv pose crûment la question: priver des civils de leur gagne-pain empêchera-t-il les Fédayines de se lancer dans des opérations suicides? Le quartier général du Parti libéral tôt ce matin. Un climat d'allégresse, les libéraux ont remporté une victoire éclatante. Personne, et d'autant moins les sondages, ne leur accordait la majorité absolue. Pourtant, avec 140 députés, soit un gain de 31 sièges, les voilà confortablement installés au pouvoir pendant 4, voire 5 ans.
Surpris, heureux, mais conscient des difficultés à venir, c'est ainsi que Pierre Elliott Trudeau est apparu devant ses partisans. Le succès est celui de son parti, mais la personnalité attachante du Premier ministre y est pour beaucoup. Du côté des conservateurs, une toute autre ambiance. Ils ont perdu 12 sièges. Leur leader, Robert Stanfield, n'a pas su les mener à la victoire. C'est son 3e échec. Il sait qu'il devra quitter tôt ou tard son rôle de chef de l'opposition. Les Canadiens ont condamné hier son programme de lutte contre l'inflation, c'est-à-dire le gel des prix et des salaires pour une période de 90 jours. Au nouveau Parti démocrate, même ambiance. La défaite est encore plus lourde, 16 députés au lieu de 31. Son chef, David Lewis, a même été battu dans sa propre circonscription. Les néo-démocrates sont les grandes victimes d'un scrutin qu'ils avaient provoqué en faisant tomber le gouvernement Trudeau en mai dernier. Aujourd'hui, Pierre Trudeau va donc mener la politique de son choix. Les difficultés ne manquent pas, inflation, chômage, lutte linguistique. Le Premier ministre a 5 ans devant lui pour rassurer les Canadiens qui doutent, malgré son succès, que Pierre Elliott Trudeau soit l'homme de l'unité nationale. Hier soir, nous vous avons présenté le premier de nos 3 volets sur la situation actuelle au Kurdistan. Le Kurdistan, cette nation sans État, sans frontières reconnues, est partagée entre le Caucase, l'Iran, l'Irak, la Syrie et la Turquie. Une nation qui, depuis plus de 2000 ans, ne cesse de faire la guerre dans l'espoir d'être justement reconnue en tant que nation. Depuis 4 mois, les Kurdes de nationalité irakienne ont repris les armes contre leur gouvernement central de Bagdad. Hier soir, nous vous parlions des raisons de cet éternel conflit. Ce soir, nous vous présentons les hommes qui participent directement au combat, les Peshmerga, c'est-à-dire les combattants révolutionnaires kurdes. Depuis le 11 mars dernier, les Kurdes irakiens, retranchés dans leurs montagnes à la frontière de l'Iran, ont repris le combat contre le pouvoir central de Bagdad et l'armée irakienne. Les combattants kurdes s'appellent les Peshmerga, ce qui signifie dans leur langue « ceux qui sont prêts à mourir ». D'un côté, l'armée irakienne, une armée moderne, mécanisée, composée de plusieurs divisions comportant de nombreux chars et de l'aviation de chasse, des MiG, fournis par l'Union soviétique. Ils occupent la plaine fertile et riche en pétrole, mais qui était auparavant un territoire kurde. De l'autre, ces hommes en savate, bardés de cartouchières, armés de mitraillettes russes Kalachnikov ou de vieux fusils tchécoslovaques, les Peshmerga. Le jour, ils se reposent ou regagnent par tous les moyens de transport, à commencer par la marche, l'un des points du front où ils vont attirer pendant la nuit les chars irakiens, tendre les embuscades, parfois même opérer des raids profonds dans le dispositif adverse pour faire sauter les installations pétrolières et ramener des prisonniers. Puis ils se retirent en silence dans leur réduit inaccessible, où là, disent-ils, ils peuvent tenir éternellement. L'armée irakienne, pour sa part, se contente d'occuper la plaine, de protéger les installations pétrolières dans la région de Kirkouk et de déverser quotidiennement des tonnes de bombes sur les montagnes du Kurdistan avec des bombardiers ultramodernes, les Tupolev 22. Les Peshmerga ont une réputation de redoutables guerriers. Parfois, on se demande s'ils ne considèrent pas la guerre, tant ils ont l'habitude de la faire, comme une situation presque normale. Il faut dire qu'un Kurde, dès l'âge de 12 ou 13 ans, vit avec une arme à la main, sait s'en servir et peut être utilisé du jour au lendemain comme combattant. Quel âge as-tu? 13 années. 13 ans. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis Peshmerga et je suis ici pour sauver ma patrie et pour avoir l'autonomie de mon pays. Leur patrie et leur autonomie, les Kurdes, prétendent qu'elle est en danger. Après une trêve de 4 ans qui succédait déjà à 9 années de guerre, les responsables kurdes ont considéré que l'autonomie que leur proposait le gouvernement irakien était inacceptable. Alors, ils ont repris le combat.
Un combat entre frères, malgré tout, comme nous l'a expliqué l'un des 63 prisonniers irakiens détenus à Rayat, en plein Kurdistan. Nous avons vu ces 63 prisonniers qui nous ont dit qu'ils avaient l'impression, eux aussi, d'être oubliés de tout le monde et se demandaient bien quand cette nouvelle guerre prendrait fin. Sincèrement, nous sommes bien traités par les Kurdes, comme par des frères. Nous n'avons jamais l'impression d'être considérés comme des prisonniers. Malgré les bombardements, les combats, les privations, les Kurdes continuent à vivre. Une vie rude, certes, mais qui ne semble pas trop les dépayser. Très peu aidés de l'extérieur, ils ne comptent que sur eux-mêmes. Ils ne demandent d'ailleurs qu'une aide humanitaire, mais aussi que cette guerre ne soit pas trop oubliée de tous. Il y a quelques années, des étudiants kurdes, lassés de ne pouvoir se faire comprendre, n'avaient trouvé d'autres moyens pour faire parvenir des médicaments au Kurdistan que de s'adresser à la Société protectrice des animaux. Notre édition est terminée et 24 heures dernière vous sera présentée par Michel Copps. Bonne soirée, merci.